Europod. Éveille ta ville. Le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition. Vous voulez contribuer à protéger la planète, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Hildegarde. Et moi, c'est Kelly. Nous sommes journalistes et pendant 5 mois, on a parcouru l'Europe en transport en commun. Notre objectif, documenter des solutions concrètes pour faire face aux crises écologiques et sociales et leur permettre de traverser les frontières. De l'Allemagne au Portugal, en passant par l'Italie, l'Espagne et la Roumanie, on vous emmène à la rencontre de citoyens, d'associations, de chercheurs, d'entreprises et d'institutions qui façonnent les villes de demain. Dans l'épisode précédent, nous vous avons embarqué dans une opération de chasse aux trafiquants menée par des citoyens qui luttent contre la mafia du bois en Roumanie. Pour ce 6e épisode, on retourne dans la forêt de Dobrovac Barnova, près de la ville roumaine de Iași, à la découverte d'un autre moyen insolite pour lutter contre la déforestation. Vous allez rencontrer Lise et Vlad, 2 artisans de l'image épris de voyage, qui transmettent leur amour des forêts au travers de leur production. Attention, grande leçon d'humanité en perspective. Alors on est dans une prairie ouverte, entourée par une grande superficie de forêt. C'est très vallonné, donc il y a du relief. On a beaucoup de bruit d'animaux. On entend des coqs au loin. On vous emmène avec Vlad pour voir un peu l'état de la forêt qui a été défrichée. Donc pour que vous puissiez voir les endroits où les troncs ont été coupés. Et que vous puissiez aussi voir la beauté de la forêt, les arbres. Il y a des arbres, des centenaires, mais c'est joli à voir. So here we have 100 meters. On est à une centaine de mètres de notre maison à l'orée de la forêt. Depuis les coupes de janvier, la forêt est beaucoup moins dense. C'est assez triste à observer. And now it's a bit sad to see it like that. Ces 2 amoureux de la forêt, ce sont Lise et Vlad, 2 vidéastes et photographes engagés. Lise, grande blonde au regard serein, propose des séances de thérapie photo, la plupart du temps dans la nature. Elle écrit aussi des livres pour partager sa pratique, en mêlant conseils techniques et développement personnel. Vlad, brun rayeur aux lunettes rondes, est un sportif de haut niveau en tir au pistolet, également photographe et peintre sur son temps libre. En 2015, leurs routes se sont croisées en Norvège à l'occasion d'un Erasmus. Un coup de foudre immédiat. Et depuis leur rencontre, ces 2 artistes n'ont cessé de cheminer en tandem. Ils ont multiplié les projets créatifs, mêlant leur amour de l'humain et des forêts, le tout en itinérance à travers l'Europe. Ensemble, ces anciens nomades ont créé la boîte de production Volod Hendrix. Volod, c'est la racine slave du prénom Vlad et Hendrix, le nom de famille de la mère de Lise. Moteur, ça tourne. Action. L'une de leurs réalisations majeures, c'est Virgo, un documentaire atypique. Sorti en 2019, ils retracent leur road trip de 2 mois à la découverte des forêts roumaines. Mais comment leur art, focalisé sur la contemplation de la beauté, permet-il de sensibiliser aux périls qui menacent les espaces verts? En quête de réponse, nous les avons rejoints chez eux, à Poiana-Sussetate, dans la campagne de Iași. Et quel meilleur décor pour notre conversation que la forêt qui jouxte leur maison et qu'ils chérissent tant. Virgo, pour nous, ça a été une échappatoire et aussi une invitation à nous retrouver, à nous reconnecter. Virgo, c'est un film documentaire de 45 minutes qui est non-verbal. Et c'est une proposition à l'écologie, c'est une perspective, une façon de voir la nature, de retrouver la nature, d'être reconnaissant de ce qui est encore accessible aujourd'hui. Vous venez d'entendre la scène d'ouverture de Virgo. Des paysages forestiers somptueux défilent au son du cavale, un instrument typique des Balkans. Durant leur périple de 5000 km à travers la Roumanie, Lise et Vlad ont exploré environ 70 lieux emblématiques. De la chaîne montagneuse des Carpates aux merveilles du Danube, ils ont rencontré la faune, la flore et les habitants qui vivent en harmonie avec les forêts. Choix original, aucune parole ne vient déranger notre contemplation. Quand on s'est retrouvés dans la forêt avec l'intention de filmer, on était sûr de faire une voix off, on était sûr de vouloir vraiment y aller avec le côté très journaliste classique dont on avait idée, qui était avoir des faits, avoir des chiffres. Mais on s'est retrouvés dans la forêt et on a expérimenté, surtout dans des zones qui sont encore considérées comme vierges, et on a expérimenté un silence qui n'était pas silencieux du tout. C'était un silence qui avait une voix extrêmement forte.
C'était un silence qui était pénétrant. C'était un langage silencieux, on n'avait pas besoin de parler. C'était une énergie tellement importante, tellement dense. On savait que tous les animaux de la forêt, et tous les arbres, et toutes les plantes, et tous les insectes savaient qu'on était là. On n'était absolument pas discret, même si on pensait l'être. Et ça nous a vraiment marqués. Et en éditant le film, en montant le film, on a vraiment senti que la voix humaine n'était pas utile. Que les images parlaient vraiment par elles-mêmes, que la nature, elle parlait beaucoup par elle-même. On a vraiment mis en avant toute l'atmosphère, tous les bruits qu'on entend dans une forêt. Quand on ne parle pas, quand on est silencieux et qu'on écoute, parce que du coup ça invite à ouvrir l'ouïe, à développer notre écoute. Et on voulait parler à notre langage des émotions, à notre sensibilité. On voulait parler à ce niveau-là de nos êtres. Avez-vous déjà entendu parler des retraites de méditation Vipassana ? Pendant ces séjours, les volontaires s'exposent à 10 jours de silence total, avec plus de 10 heures de méditation par jour. 10 jours sans prononcer un mot, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour moi, qui suis habituée à vous parler chaque semaine dans ce podcast, ça serait complexe en tout cas. Lise et Vlad, eux, ont déjà tenté l'expérience et estiment en être ressortis grandis. Inspirés par leur philosophie, nous leur proposons de faire une petite expérience ensemble. Nous allons, nous aussi, tenter d'observer, d'entendre notre environnement en pleine conscience. En silence, pendant une dizaine de minutes, assises à même le sol, nous humons la terre meuble et humide, couverte d'un tapis de feuilles mordorées, à l'écoute des aigles, des insectes, des blaireaux. On entend aussi des villageois qui viennent chercher du bois à faire sécher pour l'hiver sur une charrette à l'ancienne, conduite par des chevaux. Nos hôtes n'avaient pas fait le lien avant qu'on leur suggère, mais peut-être que leur relation apaisée au silence explique leur choix artistique. Celui d'avoir laissé la nature s'exprimer dans Virgo sans narration humaine. D'autant que les mots ne sont pas indispensables pour narrer la violence de la destruction du vivant. Lise nous raconte le moment où elle et Vlad sont tombés par hasard sur un groupe de personnes qui déforestaient. Malgré le danger potentiel, ils sont partis à leur rencontre et les ont persuadés d'accepter la présence de leur caméra. Ce moment où le tronc a perdu tout son équilibre et commence à tomber, juste le son d'entendre le tronc tomber et se taper contre d'autres arbres autour de lui, et tout d'un coup le boom et la vibration et cette fréquence, cette tonalité très grave de toute la terre qui tremble autour de nous. On voulait vraiment que ça ait un impact, on voulait vraiment que ça soit entendu. Et je pense que tout le film un peu nous prépare pour ce moment-là. À part nous faire entendre la myriade de sons complexes dont fourmille la nature, l'équipe de Volodendrix use d'autres procédés pour sensibiliser les spectateurs. À commencer par décentrer le point de vue de la caméra, qui n'hésite pas à se mettre à hauteur d'oiseaux, d'insectes ou encore d'arbres. L'objectif ? Nous offrir une expérience plus sensible, immersive et inclusive de la forêt. Forêt qui occupe, au final, le rôle principal du film. On a passé des heures uniquement, Vlad et moi, seuls dans la forêt, en sachant qu'il n'y avait personne à des kilomètres à la ronde. Il y avait une part de risque, et en même temps, il y avait une part de... C'est vraiment notre opportunité pour nous oublier et nous reconnecter à l'environnement et à regarder autour de nous. Et on a commencé à voir ces aliens, ces incroyables insectes qu'on ne prend pas assez le temps de regarder en fait. Du coup, ça nous a vraiment ouvert à des dimensions, différentes dimensions, comment tu peux expérimenter la nature. Tu peux regarder en bas, tu peux regarder en haut, tu peux regarder au milieu avec la vision humaine, mais on a commencé à regarder les détails et vraiment on commençait à voir absolument tout et plein de genres d'insectes incroyables que d'habitude tu verrais même pas, tu t'apercevrais même pas. Et on les trouvait tellement fascinants et tellement rigolos, tellement flamboyants avec des couleurs incroyables, des formes incroyables. Ils nous ont tous évoqué des personnages avec des personnalités intrigantes, différentes. On avait l'impression qu'ils avaient tous une histoire à raconter et quand on voit les images, on peut s'imaginer tellement de scénarios différents. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Où est-ce qu'il va ? Qu'est-ce qui se passe pour lui ? Est-ce que là il est en train de manger ? Est-ce que, plein de choses comme ça. Donc on commence vraiment à se questionner et à vouloir en apprendre plus sur l'environnement. Cette patience, alliée à cette passion pour l'observation, ce sont des valeurs qui nous parlent et qui ont été un vrai point de connexion entre nos deux équipes.
Comme Volod Hendricks, nous prenons le temps de rencontrer nos interviewés et d'aller sur le terrain. Nous avons passé environ 1 mois dans chaque ville visitée pour ce podcast. Nous pratiquons une forme de slow journalism. Et Lise et Vlad aussi ont eu envie de privilégier la qualité à la quantité. Plutôt que de bombarder le spectateur de chiffres et de faits, ils le laissent expérimenter la forêt et tirer ses propres conclusions des émotions qu'il ressent au visionnage. Cet aspect slow, on le retrouve aussi dans la production même du documentaire. C'était surtout une idée folle. C'était une idée folle, une envie d'avoir un projet qui ait de la valeur, qui soit à propos de quelque chose qui est plus grand que nous. On voulait que ce soit vraiment une leçon de vie pour nous. On ne savait pas du tout exactement comment ça allait se passer. On avait juste une carte, un Google Maps qu'on avait préparé avec certains points qu'on voulait quand même suivre pour pouvoir avoir une sorte quand même d'itinéraire, des étapes. Et après, au milieu, on y allait avec le flow. On avait notre voiture. Des fois, on dormait dedans, des fois, on dormait dans une tente, des fois, on dormait chez les habitants. Et on a laissé les choses se passer. On a pu prendre le temps, se poser. Si on voyait une image qu'on aimait, on pouvait y rester pendant 1 heure si on n'était pas satisfait. Et ça, c'était important pour nous, d'avoir le temps, de ne pas avoir à se précipiter. Et on ne savait pas exactement combien de temps ça allait prendre. Et comme je disais, c'est tellement devenu une expérience, une immersion. C'est devenu une thérapie, presque. On l'a pris comme ça, au jour le jour. C'était au jour le jour. Jusqu'à ce qu'on décide qu'on a fait le tour. Et que maintenant, on peut rentrer à Yash et on peut commencer à regarder ce qu'on a filmé. L'important, pour les 2 vidéastes, c'était de créer un film impactant, qui susciterait des réflexions profondes et des volontés d'engagement. À un pari gagné, puisque le documentaire a été projeté dans de multiples festivals de cinéma, sur presque tous les continents. Mais c'est surtout le retour des jeunes générations qui importe le plus à Lise. Ouais, c'était une association russe ou une organisation russe qui travaille avec les enfants. Et du coup, ils nous avaient dit qu'ils ont trouvé le film, qu'ils ont partagé le film avec les enfants et que ça avait vraiment été un événement particulier pour eux, qui avait eu un impact super puissant et positif sur les enfants. Et ils avaient pu avoir des discussions très ouvertes avec eux. Donc on était contents de savoir que des enfants en Russie ont pu accéder au film et potentiellement ça les a inspirés. Ça a posé des graines, des idées dans leur tête pour l'avenir. Pour nous, c'était important. Une conscientisation d'autant plus importante que Virgo s'ouvre sur une question vertigineuse. Notre génération sera-t-elle la dernière à pouvoir profiter de ce poumon vert que représentent les forêts roumaines pour l'Europe ? Avec l'arrivée du soir, nous quittons la forêt pour poursuivre la discussion chez le couple. Leur maison est à leur image, atypique et fascinante. Sans doute car cette bâtisse de plain pied, à la fois écologique et organique, ils l'ont construite de leurs mains. Avec sa grande baie vitrée, le salon donne sur le vaste potager et le puits. Plus loin sur le terrain, on aperçoit d'autres maisons artisanales en construction. Elles appartiennent aux amis d'enfance de Vlad, avec qui il a décidé de créer une communauté, dans l'idée de s'approcher un peu plus de l'autosuffisance. Vous rencontrerez d'ailleurs l'un d'eux dans l'épisode 8, mais c'est une autre histoire. Revenons-en à la déforestation. On a été captivés par le regard que Lise et Vlad portent sur le vivant. Mais on ne peut pas s'empêcher de se demander si, finalement, tout ce beau travail, ce discours sur l'importance de la sensibilisation par l'art, il fait vraiment le poids face à la mafia du bois. Écoutez Vlad nous expliquer son ressenti sur la complémentarité des engagements. Nous sommes en contact avec Agent Green, une ONG qui va sur le terrain pour lutter contre la mafia du bois et qui suit notre travail documentaire. On partage la même ambition, protéger la forêt, mais avec des méthodes différentes. Je crois que l'idéal, dans un sujet comme celui de la déforestation, c'est d'avoir les 2 côtés. Ceux qui vont sur le terrain pour mettre en lumière les problèmes et nous, qui nous concentrons sur l'aspect positif. On rappelle aux gens les merveilles que nous avons encore et qui peuvent nous apporter de la joie. Comme beaucoup d'autres Roumains, il m'arrive de ressentir de la colère, de la répulsion même face à la déforestation, mais j'essaye de voir le bon côté des choses, si je puis dire. La Roumanie abrite encore la majorité des forêts vierges d'Europe. Lise apporte quelques précisions, cette fois dans la langue de Shakespeare, la langue qu'elle utilise pour communiquer avec Vlad. Je précise qu'on ne parle pas d'une positivité aveugle, qui nous ferait tomber dans le déni ou éviter de regarder les problèmes en face. Pour nous, positif, ça signifie que vous êtes conscient du problème,
mais que vous ne vous laissez pas submerger négativement, afin de rester en capacité d'agir et de contribuer à la recherche de solutions. Avoir un mode de vie sain, connecté à la nature, permet d'avoir encore plus de force et d'impact dans les missions que l'on se fixe. Avec Virgo, on voulait aussi présenter un contenu qui génère des émotions dites élevées ou hautes, c'est-à-dire des émotions comme l'amour, la joie, la gratitude, qui donnent du pouvoir, qui empouvoient les gens. Il existe tout un spectre d'émotions pour mobiliser le spectateur, l'inciter à protéger les forêts et trouver des solutions. Nous, on voulait être du côté là de ces émotions, plutôt que de jouer sur la peur, l'angoisse ou même le stress. The more low frequency emotions, like I would say. Je dois vous avouer que je suis toujours un peu sceptique face au discours sur le développement personnel. Il y a toujours cette petite voix dans ma tête qui pense au marketing que génère la volonté de s'améliorer, qui pense au risque politique de laisser entendre à un peuple que le bonheur et le succès relèvent de la responsabilité individuelle, du mindset. J'ai toujours peur que cette incitation à changer sa personne pour changer le monde, ce ne soit qu'une voie royale, pour déresponsabiliser les institutions, affaiblir le corps social et nous rendre encore plus égoïstes. Que ça créerait une sorte de contraste État versus yoga. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, sachez que Lise et Vlad m'ont fait me remettre pas mal en question. En discutant, ils m'ont permis de repenser la relation entre prendre soin de soi et prendre soin des causes qui nous sont chères. Écoutez plutôt. Notre idée, c'était vraiment de créer des films documentaires qui étaient en rapport à l'environnement, qui étaient en rapport au changement climatique, qui étaient en rapport à la nature, qui étaient en rapport au bien-être, au style de vie sain. L'intention était d'inspirer, de partager aussi des histoires inspirantes, de donner une voix à ceux qui n'en avaient pas forcément une, ou pas encore. Et avec Vlad, on a toujours été inspirés par le cinéma qui se concentre sur les émotions, parce que c'est vraiment ça qui fait vibrer. Je pense on est des êtres qui on vit d'histoire et on vit d'émotions, on vit de rituels, on vit de ces choses-là qui nous font nous sentir intégrés, qui nous font nous sentir qui font que quand on écoute une histoire, on sent qu'on peut s'identifier à elle. Je pense que c'est comme ça qu'on peut avoir un impact le plus positif sur les gens et potentiellement les aider à prendre la décision d'agir et de faire quelque chose de différent pour eux, pour leur vie, pour le monde. Je ne sais pas vous, mais de mon côté, j'ai tendance à culpabiliser quand je prends du temps pour moi. Je me dis que le temps que je passe à regarder une série ou à me promener, je pourrais l'employer à avancer sur des projets de podcast ou d'articles que j'espère impactants. Mais en écoutant Lise, je m'ouvre peu à peu à l'idée que prendre soin de sa santé physique et mentale, bien manger, méditer, faire du sport, prendre le temps de vivre, ce n'est pas forcément quelque chose d'égoïste, qui représente un temps perdu pour la défense des combats qui me tiennent à cœur. Peut-être s'agit-il d'une manière de gagner en puissance, pour être plus épanouie et efficace dans ma recherche de solutions. Ça semble fonctionner pour nos deux artistes. Ils font du sport et de la méditation chaque jour, mangent sain et végétarien, tout en dédiant leur carrière à la défense de la nature. En tout cas, si l'art peut changer profondément à la fois les artistes et les spectateurs, peut-on pour autant, soyons fous, prêter à l'art le pouvoir de changer le monde ? On pose la question à Vlad pendant que Lise empoigne sa guitare, couverte de peintures et de motifs originaux. I think art is critical. Je pense que l'art est essentiel, surtout dans un contexte où les guerres se multiplient et où on doit faire face au changement climatique. C'est important qu'il y ait autant d'artistes, autant d'œuvres d'art que possible. L'art nous apporte le sourire, nous aide à nous connecter à la nature et aux autres. Aller à une exposition, voir un film au cinéma, écouter de la musique avec d'autres personnes, tout cela permet d'unir les personnes, même au-delà des frontières. Je crois que penser de façon globale, en incluant le plus d'êtres humains possible, c'est la chose la plus importante sur cette planète. Et l'art est un facteur très important pour y parvenir, grâce à sa capacité à unir les gens. Et l'union, c'est notre seule chance de survie en tant qu'espèce humaine. Intéressant comme pour Vlad, l'art répond à ce besoin de faire société. Ça apaise en partie les craintes que j'exprimais un peu plus tôt. Après une soirée riche en émotions et en conversations profondes, nous partons nous coucher avec Kelly. Dans cette maison à la lisière de la forêt, habitée par des artistes hors du commun, nous nous sentons comme touchés par une nouvelle forme de sagesse. Nous nous endormons paisiblement, en sachant que nous ne serons sans doute pas exactement la même personne en nous réveillant. Le lendemain, nous nous lèverons tôt pour planter ensemble quelques chênes, hêtres et bouleaux. Une façon assez amusante de conclure ce reportage sur la déforestation. Mais demain est un autre jour, et si Lise et Vlad nous ont bien appris une chose aujourd'hui, c'est l'importance de vivre l'instant présent.
Et c'est déjà la fin d'Éveille ta ville. Dans cet épisode, vous avez découvert comment un couple de vidéastes utilise l'art et les émotions comme levier pour susciter l'envie de communier avec la forêt et de la protéger. Dans le prochain épisode, changement d'ambiance. On vous fera saliver en vous emmenant au bistrot le plus écologique de Roumanie. Plus qu'un restaurant, c'est un espace pour repenser la consommation dans son ensemble et de façon solidaire, s'il vous plaît. En attendant, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like ou 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Vous pouvez aussi le recommander à vos proches qui cherchent comment agir pour la planète et la société. Rendez-vous aussi sur notre Instagram, @aeternarratio, aether.nawratio, pour plus de contenu exclusif et de photoreportages immersifs. À lundi prochain dans Éveille ta ville, le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition.